Est-ce que tu peux nous dire ce que la littérature nous dit au sujet du choc? Mais donc, la littérature, il y en a de plus en plus. L'échographie, c'est quelque chose qui est déjà là, qui est présent depuis plusieurs années, mais qui est toujours en plein essor. Ça n'arrête pas d'évoluer. En tout cas, l'échographie dans le choc, elle nous rassure quand on l'utilise. C'est-à-dire que vous allez augmenter la sensibilité et la spécificité de votre examen clinique. Vous allez pouvoir étayer votre diagnostic différentiel. Vous allez pouvoir orienter vos examens complémentaires et forcément votre traitement. Dans la littérature, ce qu'on trouve aussi, c'est beaucoup de monitoring euh, individuel. C'est-à-dire que pour votre patient, vous allez savoir si le fait de le remplir, ça va l'aider, oui ou non, en fonction du type de choc. Mais ça fait partie d'un niveau déjà un peu plus avancé qu'on n'abordera pas ici. Et donc, Florence, pour les types de chocs, est-ce que tu sais nous rappeler un peu lesquels on va aborder et voilà. Est-ce que vous pouvez écrire sur votre papier tous les types de chocs que vous connaissez? Parce que je suis sûre qu'en voyant cette slide, vous allez en oublier un. Donc, vous en avez certainement écrit déjà quatre, à savoir le choc hypovolémique, distributif, cardiogénique et obstructif. On verra que l'échographie peut donner énormément de réponses pour ces quatre types de chocs. On parle bien entendu de l'échographie clinique, de l'échographie que vous allez réaliser au lit de votre malade et pas de la recherche, par exemple, d'un phénomène septique en allant échographier une vésicule biliaire. Et nous avons un cinquième type de choc qui est l'arrêt cardiaque, qui finalement, Bastian, tu es d'accord avec moi, est un espèce de choc ultime. Oui, effectivement. Donc, l'arrêt cardiaque, il faudrait, je pense, une présentation en aparté pour pouvoir en parler de long en large. Donc, l'échographie dans l'arrêt cardiaque, elle va avoir un intérêt tout particulier dans tout ce qui est 4H et 4T. Donc, on va essayer d'avoir des arguments pour mettre en évidence une cause réversible. Donc, dans les causes réversibles d'arrêt cardiaque, vous avez les 4H et les 4T. Et donc, on va essayer d'y réfléchir ensemble pour savoir où est-ce que l'échographie pourra avoir son intérêt particulier. Donc, si on reprend les 4H, donc dans l'hypothermie, l'échographie n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, dans tout ce qui est hypovolémie, dans un saignement actif ou autre, là, vous pourrez avoir des images en faveur. Dans tout ce qui est trouble ionique, hypo-hyper-ionémie, vous n'aurez pas d'apport de l'échographie. Dans tout ce qui est hypoxie, vous n'en aurez pas non plus. Mais par contre, dans tout ce qui est 4T, donc les causes obstructives, la tamponnade, l'embolie pulmonaire et l'infarctus du myocarde et le pneumothorax sous tension, là l'échographie a une place tout particulière. Dans les causes toxiques, ça malheureusement, elle n'intervient pas. Dans tout ce qui est modalité pratique, vous pouvez à juste titre vous poser la question si on ne risque pas d'être délétère vis-à-vis de votre patient. Alors pour ça, vous avez aussi une vidéo sur le site internet de l'USAMALBL pour voir comment est-ce qu'on réalise une échographie dans un arrêt cardiaque. On enregistre les images pendant le monitoring du rythme, pendant l'analyse du rythme, et on les analyse pendant la reprise du rythme. Ça doit généralement être fait par un opérateur qui est indépendant à la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Et donc voilà. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de littérature, comme c'est une technique qui est en plein essor, je pense, Florence, que les premiers papiers ne montraient pas de bénéfices en termes de mortalité dans l'arrêt cardiaque. Alors effectivement, Bastien, tout à fait. Il n'y a pas particulièrement de bénéfices. Par contre, on voit quand même qu'on peut mieux prendre en charge certaines pathologies et de manière plus rapide en faisant du diagnostic rapide, notamment pour la tamponnade. Et on parlera plus tard des guidelines de l'ERC, bien sûr. C'est ça. Alors, c'est un peu tout ce qu'on voulait vous dire sur l'arrêt cardiaque parce qu'il faudrait une présentation complète pour pouvoir en parler. Et donc, on va s'arrêter finalement aux quatre autres types de chocs. Et quand votre patient arrive en salle d'urgence et qu'il est hypotendu, eh bien, on vous suggère de faire un rush exam. Un rush exam, c'est quoi? C'est un rapid ultrasound in shock in the evaluation of critically ill. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous allez prendre en charge votre patient de manière clinique et en parallèle faire de l'échographie clinique
pour trouver l'origine de ce fameux choc. Alors pourquoi est-ce qu'on enseigne le rush? Parce que vous verrez que dans la littérature, il y a tout un tas d'algorithmes différents. Eh bien, cet algorithme-ci, il a été décrit comme d'une part tout à fait efficace en pratique clinique, mais aussi c'est celui qui est le plus enseigné et qui nous permet d'utiliser un vocabulaire de plomberie dont Bastien va vous parler. Un peu comme dans l'arrêt cardiaque, hein, où on essaye d'avoir quelque chose de mémotechnique pour ne rien oublier, les 4M, les 4H, les 4T. Dans le protocole Rush, on essaye de retenir effectivement un vocabulaire de mécanicien. Et donc, on va parler de la pompe, voir un peu comment est-ce que le cœur se comporte. Ensuite, on va parler de réservoir, hein, pour voir si on a un réservoir qui est plutôt plein, un réservoir qui est plutôt vide, ou si on a un argument pour une fuite au niveau de ce réservoir. Et donc, on va directement aller regarder au niveau de l'abdomen, au niveau des cul-de-sac pleuraux. Et ensuite, on va regarder également, on va parler de tuyauterie pour voir les différents tuyaux, à savoir l'aorte, les veines poplitées et les veines fémorales. Et Florence, donc on va aborder le premier thème, hein, qui est la pompe. Alors, juste pour reprendre les choses encore une fois et être sûr que vous les ayez bien compris, le fameux vocabulaire de plomberie, eh bien, c'est tout d'abord la pompe avec les fameux 4 F dont on vous a parlé en long et en large pendant la présentation sur l'échocardiographie clinique, où vous irez voir tout d'abord le fluide et donc vous chercherez la présence d'une éventuelle tamponnade. Vous attesterez de la fonction de votre ventricule gauche ainsi que de son feeling en regardant si vous êtes face à un choc cardiogénique ou hypovolémique. Et vous attesterez aussi de la forme des ventricules entre eux, avec une éventuelle dilatation de votre ventricule droit qui, selon le contexte clinique, pourra vous faire penser à une embolie pulmonaire. En ce qui concerne le réservoir, Bastiane vous l'a dit, c'est la fameuse veine cave inférieure pour attester de nouveau du remplissage de votre patient ou d'un phénomène obstructif. Vous avez l'IFAST que vous avez vu ce matin avec la recherche d'un éventuel pneumothorax sous tension ou d'éventuels liquides libres qui pourraient vous faire penser à un choc hémorragique. Vous avez aussi les poumons avec la ligne B qui peut être pathognomonique soit d'une pneumonie en cours d'installation, d'un syndrome interstitiel donc au sens large, ou enfin d'un OAP si elles sont bilatérales. Et on parlera bien sûr des tuyaux avec l'aorte, la recherche d'un anévrisme, l'éventuelle visualisation d'une dissection et bien sûr on apprendra à rechercher une thrombose veineuse profonde. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme technique, Bastiane, pour tout ça? Mais ça, donc, je vous réfère aux précédentes présentations où on vous rappelle à chaque fois d'utiliser la bonne sonde pour le bon examen, bien mettre vos presets associés, bien gérer votre profondeur, votre gain et votre focale et toujours mettre le bon marqueur du bon côté. Et ensuite, toujours bien acquérir vos images pour pouvoir en discuter par la suite. Et donc, si on entame le premier topic de ce vocabulaire de mécanicien, donc c'est cette fameuse pompe. Je te laisse la parole. Alors, la pompe, c'est les 4 F, fluide, fonction, forme, feeling. Et je pense que vous êtes maintenant tous capables de chantonner ça en chœur. Et on va bien sûr voir des images pathologiques parce que c'est ça qui nous amuse. Je vous rappelle ici est-ce que j'ai mon petit pointeur qui fonctionne? Voilà. Donc, la fameuse parasternale grand axe avec le ventricule droit, la chambre de chasse aortique, l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Si on regarde si oui ou non nous sommes en présence d'un épanchement péricardique, eh bien, on va bien visualiser notre aorte descendante pour voir si cet épanchement passe devant l'aorte descendante et donc la croise, ce qui sera pathognomonique de l'épanchement péricardique. Rappelez-vous que c'est une coupe sur laquelle vous pouvez aussi voir éventuellement un épanchement pleural, mais à ce moment-là, l'épanchement ne va jamais passer devant l'aorte puisqu'il sera cantonné au poumon et cet épanchement pleural sera bien sûr un épanchement pleural gauche puisqu'on est en regard du ventricule gauche. Alors ce premier F, je vous l'illustre ici avec clairement un patient chez qui on suspecte la présence de fluide dans son péricarde. Vous voyez ici l'aorte descendante et vous voyez très bien
l'épanchement péricardique. Pour savoir si cet épanchement péricardique a ou pas une répercussion sur l'hémodynamique de votre patient et donc si nous sommes face à une tamponnade, il y a des signes échographiques, mais ce qui prime, c'est bien entendu la clinique. Et donc, si votre patient est hémodynamiquement instable, vous pourrez suspecter une tamponnade. Ici, même chose, hein, Bastian nous a fait un petit dessin, je ne sais pas trop pourquoi, qui est resté affiché, mais ce n'est pas grave. Vous avez une parasternale petit axe à hauteur de la valve mitrale que vous voyez ici s'ouvrir comme des kissing lips. Et vous voyez très bien, là en postérieur, ce fameux épanchement péricardique. En sous-xiphoïdien, rappelez-vous, quelqu'un a posé la question tout à l'heure, quelles sont les meilleures coupes pour voir les épanchements péricardiques. On vous a dit la parasternale grand axe et aussi bien sûr la sous-costale ou sous-xiphoïdienne. Et vous voyez ici avec le parenchyme hépatique comme excellente fenêtre acoustique, l'épanchement péricardique. Et vous voyez que ce ventricule droit a l'air complètement écrasé, collabé. Et donc, très probablement, si ce patient est hémodynamiquement instable, il est en train de faire une tamponnade. Vous voyez aussi cet épanchement de l'autre côté, puisqu'il est circonférentiel. Alors, on a parlé du F de fluide. Le deuxième F, c'est ce fameux F de fonction. Vous avez ici de nouveau une coupe parasternale grand axe avec ventricule droit, chambre de chasse aortique, oreillette gauche et ventricule gauche. Alors, on vous a parlé de ces deux signes qui présument d'une bonne fonction, à savoir l'ouverture du feuillet antérieur de cette valve mitrale. Et ici, vous voyez très bien que ce feuillet antérieur ne va pas toucher le septum, hein, donc une mauvaise ouverture du feuillet antérieur de la valve mitrale. Et si vous êtes un globule rouge, vous avez très envie de planter votre parasol ici dans le ventricule gauche, de siroter un cocktail et vous serez gentiment bercé. La contraction ne vous donne certainement pas envie de vous enfuir dans la chambre de chasse aortique et donc clairement ici, on est face à une altération de fonction chez ce patient chez qui on pourra suspecter, s'il est en choc, une éventuelle origine cardiogénique ou septique avec une atteinte de la fonction. Ici illustré en apicale 4 cavités, vous avez de nouveau ici votre ventricule gauche. On est donc au F de fonction et vous voyez bien que la fonction globale est altérée. Vous voyez par contre que le ventricule droit a l'air de continuer à bien se contracter et au niveau de la forme, il n'a certainement pas la même taille que le ventricule gauche et donc on n'est pas du tout en train de craindre un phénomène obstructif, qu'il soit aigu ou chronique chez ce patient. On va passer maintenant au troisième F qui est le F de forme où vous avez ici de nouveau une coupe parasternale grand axe et vous voyez assez bien que le ventricule droit a l'air d'avoir une taille franchement confortable. Il est fort probablement dilaté, vous allez confirmer ça en faisant vos autres vues. La chambre de chasse aortique, l'oreillette gauche et le ventricule gauche que vous voyez ici vide et hyper dynamique, c'est probablement un patient qui a besoin de remplissage. Ici en parasternal petit axe, on vous parlait de la fameuse D-shape et donc cette répercussion de pression sur le septum. Eh bien ici, on voit très bien le septum qui s'aplatit en forme de D et cette fameuse D-shape du ventricule gauche à cause de la dilatation du ventricule droit. On peut aussi trouver une forme de D du ventricule gauche dans la tamponnade ou en tout cas dans l'épanchement péricardique. Oups là, je mélange les pinceaux dans les slides. Quand on a une hyperpression due au fluide dans le péricarde qui aura une répercussion sur le ventricule droit et donc une répercussion sur le septum. Rappelez-vous aussi ici que c'est une excellente coupe pour attester de la cinétique segmentaire qui n'est clairement pas altérée ici puisque tout se rapproche du centre de manière assez harmonieuse. Et enfin ici, vous avez la dilatation du ventricule droit en apicale
bien que ce soit une apicale un peu tordue, mais vous voyez que le ventricule droit est beaucoup plus gros que votre ventricule gauche. Alors, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on ne tient pas sa sonde complètement à l'envers? Ben, c'est qu'en fait, vous voyez ici que l'insertion de la valve mitrale est plus proximale à l'oreillette que la valve tricuspide. Et du coup, ça veut dire que vous êtes bien en train de regarder le ventricule droit comme ventricule droit et le ventricule gauche comme ventricule gauche et que votre sonde n'est pas à l'envers. Et Florence, justement, pour reparler un peu de cet arrêt cardiaque, les dernières recommandations ici de décembre 2020 dans le RC nous émettent quand même une certaine remarque en disant qu'il faut faire attention à une dilatation du ventricule droit de manière isolée. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un peu Eh plus. bien, tout à fait, et tu fais bien de relever le sujet, Bastiane, c'est que l'ERC, alors qu'à l'époque, on pensait qu'une grosse dilatation du ventricule droit dans l'arrêt cardiaque devait nous faire thromboliser, eh bien, revient un peu sur sa position, et donc très clairement, une dilatation Ouh là là, c'est une vidéo, donc ça passe trop vite. Une dilatation isolée du ventricule droit ne doit pas être utilisée comme seul argument de thrombolyse. Par contre, si on conforte notre impression clinique pour une embolie pulmonaire et qu'on a envie d'aller thromboliser notre patient, eh bien, il faudra le faire. Et de surcroît, on peut rapidement aller regarder s'il y a une thrombose veineuse profonde. Ça, c'est un message très important. Par contre, le RC nous dit aussi que c'est un excellent signe, par contre, de tamponnade et qu'il faut continuer à faire des échographies dans l'arrêt cardiaque. Mais tout à fait d'accord avec ça, la dilatation isolée du ventricule droit doit amener à une prudence extrême et doit être reprise dans le contexte clinique. Et donc, à nouveau, on réinsiste sur le fait que l'embolie pulmonaire doit être suspectée en fonction du contexte clinique, qu'une échographie positive n'est pas signe uniquement d'embolie pulmonaire quand on a un phénomène obstructif aigu, et qu'une échographie négative, c'est-à-dire avec un rapport ventricule droit, ventricule gauche préservé, n'exclut bien sûr pas formellement l'embolie pulmonaire. Alors, Bastien, je te laisse la parole pour le réservoir, qui est une de tes grandes passions. Oui. Donc, en termes de réservoir, l'objectif ici, c'est de voir si on est plus face à un réservoir qui est plein, suite par exemple à un choc cardiogénique, suite à un choc obstructif, une tamponnade, une embolie pulmonaire ou un pneumothorax, ou alors si on est face à un réservoir qui est plutôt sur le versant vide, dans un choc septique, dans un choc hémorragique, ou si on a des arguments pour un saignement actif. Et donc, on va regarder trois choses. On va regarder l'abdomen, on va regarder la veine cave inférieure et on va regarder les différentes plèvres. Et donc, pour commencer, ce qu'on vous propose, c'est de faire, donc, de réaliser une fast écho. Et donc, comme vous l'avez vu lors des précédentes présentations, c'est d'aller voir directement au niveau de l'abdomen, si vous n'avez au niveau du cul-de-sac au niveau de l'espace de Morrison, voir si vous n'avez pas du liquide libre, voir au niveau du cul-de-sac de l'espace splénorénal, voir si vous n'avez pas non plus de liquide libre à ce niveau-là. Et troisième endroit, allez voir directement au niveau du cul-de-sac de Douglas pour voir s'il n'y a pas de liquide libre à ce troisième endroit. Ensuite, vous allez remonter au niveau des cul-de-sac pleuraux pour voir si vous n'avez pas d'argument pour un hémothorax. Deux messages importants, c'est que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de liquide libre qu'il n'y en a pas. Il faut une certaine quantité avant de pouvoir le voir à l'échographie. Et donc, il faut, en général, je pense que c'est 400, 500, 500 millilitres de cet ordre de grandeur. Vous avez l'autre message important, c'est qu'on n'a malheureusement pas accès au rétropéritoine et donc un patient peut avoir un saignement actif avec une échographie qui est tout à fait négative parce qu'on ne le voit pas. Le fémur que vous avez sur cette slide n'est normalement pas repris dans les protocoles d'échographie dans un état de choc. Maintenant, si vous savez la faire, vous pouvez toujours vous y lancer. Ce n'est pas très compliqué de voir une fracture du fémur. Je ne sais pas si Florence, tu as une expérience vis-à-vis de ça. Mais tout à fait. En fait, ça va très vite de donner un coup de sonde sur le fémur et de suspecter une fracture. Et ça évite en fait de bouger la jambe du patient parce que vous savez comme moi que ce n'est pas du tout recommandé d'aller bouger les jambes d'un patient traumatisé sévère. Et ça vous permet d'avoir une suspicion claire
de fracture clinique à l'échographie. Et une fois que vous avez fait donc votre fast écho, vous allez faire une extended fast et voir directement au niveau des différentes plèvres, voir si vous n'avez pas un argument pour un pneumothorax, donc l'absence de glissement pleural, la présence de ligne A mais pas de ligne B, éventuellement un point poumon, et cette image en stratosphère ou en code barre quand vous mettez un mode M. Une fois que vous avez fait votre examen de plèvre, vous allez regarder aussi au niveau du syndrome interstitiel pulmonaire, voir si vous n'avez pas d'argument pour la présence de nombreuses lignes B à plus de 2 endroits intercostaux, et donc qui pourrait être un argument pour dire que votre patient est en OAP, si c'est diffus, mais également un argument, ça pourrait être un argument pour quelque chose de septique, une pneumonie bilatérale, ou même une complication d'un des différents chocs type ARDS. Donc, vous avez fait votre fast echo, vous avez fait votre e-fast, donc vous avez regardé votre plâtre, ensuite vous allez regarder votre veine cave inférieure. Donc, en termes de veine cave inférieure, comme Florence vous l'avait dit lors de la précédente présentation, la taille, la mesure de cette veine cave n'a pas grande importance, c'est surtout voir si d'une part elle est dilatée ou alors si elle est toute petite, et d'autre part voir si elle varie fort avec la respiration. Donc, en conditions physiologiques normales, quand vous inspirez, vous allez générer une pression intra-alvéolaire négative qui va se répercuter directement au niveau de votre oreillette droite. Et donc, ça va être une des composantes qui va permettre au sang de pouvoir remonter. Et donc, votre veine cave inférieure, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va diminuer de taille lors d'une inspiration profonde. Et à l'inverse, dès que vous allez expirer, ben alors elle va se réagrandir. Et donc ça, c'est une vue sous-xiphoïdienne. Vous allez ensuite mettre le curseur vers le haut. On vous demande donc de prendre les mesures généralement à 2 cm de l'abouchement au niveau de l'oreillette droite parce qu'il existe souvent un petit renflement physiologique. Et donc 2 choses à voir. D'une part, une vue grossière de sa taille et d'autre part, sa variabilité respiratoire. Et donc, si vous êtes face à un patient qui a une veine cave inférieure tout à fait collabée, bon, il est à juste titre, on peut penser à juste titre que ce patient présente une hypovolémie. Et donc, en fonction du contexte clinique, on peut très bien être face à un choc hémorragique ou alors un choc septique. Et à l'inverse, quand elle est extrêmement dilatée et qu'elle varie peu, alors c'est soit que votre réservoir n'arrive pas à se vider parce qu'il y a un phénomène obstructif, une embolie pulmonaire, un pneumothorax obstructif, ou alors une tamponnade, ou face à un choc cardiogénique, parce que votre pompe ne fonctionne pas bien, donc vous avez une hyperpression en amont. Donc ça, c'est un exemple d'échographie où vous voyez d'une part le foie et vous voyez ensuite, juste en dessous, le rein. Avec votre espace de Morrison, on voit un liquide anéchogène qui ne devrait pas se trouver à ce niveau-là. Il a des angles assez aigus et donc on suspecte chez ce patient la présence d'un saignement actif au niveau intrapéritonéal. Une autre image au niveau de l'hypochondre gauche, où vous avez votre rate. On n'individualise pas le rein gauche, on voit la colonne vertébrale, et par contre, on est encore face ici à une substance anéchogène, du liquide, avec encore des angles assez aigus. C'est une situation qu'on rencontre souvent à ce niveau-là, Florence, ou c'est tout à fait... Eh bien, c'est intéressant de voir ici effectivement que le liquide libre se situe au-dessus de la rate, comme c'est souvent le cas, et donc vous n'aurez que rarement en fait du liquide libre dans l'espace spléno-rénal. Encore une coupe d'échographie et ici qui vous montre la vessie en bas de l'image, avec encore une fois la présence de liquide libre et donc probablement un saignement chez ce patient. Ensuite, une échographie, donc vous avez fait votre fast echo, vous faites une e-fast, et ce qui frappe assez rapidement, quand on regarde entre les deux cônes d'ombre, on a notre plèvre, on a des mouvements respiratoires, on a l'inspiration qui fait bouger la cage thoracique, mais par contre, quand on regarde de manière un peu plus précise, on n'a pas l'impression que cette plèvre glisse, et donc on a un argument pour un pneumothorax. À l'endroit de la sonde, oui.
J'essaye d'avancer la slide, mais ça bloque, voilà. Donc toujours dans votre phase, vous regardez cette lèvre et là, assez rapidement, on est frappé par la présence de nombreuses lignes B qui peuvent tout à fait coller avec un choc septique ou alors un choc cardiogénique dans le cadre d'un OAP ou encore même une complication d'un des chocs type ARDS. Toujours intégrer l'échographie au contexte clinique du patient. Vous pouvez très bien avoir une veine cave inférieure dilatée qui ne varie pas chez quelqu'un qui a une hypertension pulmonaire chronique, chez quelqu'un qui a une valvulopathie tricuspide ou pulmonaire, et donc toujours faire attention à l'interprétation de vos images. Alors, je me permets de reprendre la parole pour les tuyaux. Les tuyaux, vous l'avez vu avec Laurent ce matin, c'est regarder l'aorte et la recherche éventuelle d'un anévrisme qui pourrait être en train de se rompre, toujours en fonction de votre contexte clinique. D'habitude, ces gens-là, ils ont assez mal au ventre. Et vous pouvez éventuellement voir une dissection. Mais la nouveauté, bien que Paul en ait déjà parlé un peu, c'est d'aller rechercher la fameuse thrombose veineuse profonde. Alors, est-ce que c'est utile d'aller chercher la thrombose veineuse profonde? Eh bien, dans la littérature, l'échographie clinique bedside a montré une excellente sensibilité et une bonne spécificité quand on faisait de l'échographie en 2 points. Et où est-ce qu'on fait cette échographie en 2 points? Eh bien, d'une part, on va la faire au niveau du creux inguinal et d'autre part, au niveau poplité. Et si on comprime une veine au niveau poplité et qu'elle ne se comprime pas, ça veut dire qu'en aval du trajet sanguin et donc plus en proximal, on aura un phénomène de thrombose veineuse. Même chose au niveau fémoral, si on comprime, qu'on voit le caillot est là, mais si ça ne se comprime pas, qu'on ne voit pas de caillot, en aval de cette veine, on a un obstacle, a priori thrombotique, et donc, ces 2 points de compression vont vous permettre de voir si vous êtes face à une thrombose veineuse proximale et bien sûr pas une thrombose veineuse distale. Alors rapidement, rappel anatomique, vous savez tous que la veine est en interne de l'artère qui est elle-même en interne du nerf au niveau du creux inguinal. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner les oreilles de Mickey et la tête de Mickey avec d'une part l'artère fémorale, la veine fémorale commune et la crosse saphène. Et pourquoi est-ce qu'il faut voir cette fameuse crosse saphène? C'est parce que la crosse saphène est elle aussi en fait une thrombose veineuse profonde. Et donc, quand on donne une compression, vous allez voir ces veines disparaître alors que l'artère ne disparaît pas. Et comment est-ce qu'on sait si on pousse assez fort? Eh bien, tout simplement, vous allez voir l'artère qui commence à battre plus fort. Et si vous voyez cette artère battre plus fort et que vous n'arrivez pas à comprimer les veines, c'est qu'il y a fort probablement un obstacle en aval du flux veineux. Et donc, en pratique, ça donne ceci. Vous voyez la compression et la disparition complète de la veine fémorale commune ici. Et vous avez très transitoirement la visibilité de la crosse saphène, si je ne m'abuse, qui était juste là. Voilà. Et qui se comprime tout à fait correctement. Ici, une image d'un thrombus dans la veine qui, du coup, forcément ne se comprime pas du tout. Et donc, vous avez deviné que vous êtes face à une thrombose veineuse profonde, proximale, au niveau inguinal. Alors, en poplité, rappelez-vous que la veine est superficielle à l'artère. Et donc, quand on comprime sur une thrombose, ça ne marche pas très bien. Vous voyez ici ce phénomène thrombotique et l'absence de compression. Alors, les tuyaux, c'est aussi le fameux anévrisme. Ici, ce patient n'avait pas de chance, il est en arrêt cardiaque. Vous voyez une coupe longitudinale et non pas transversale, puisque vous voyez ici le début de l'aorte qui a un calibre normal, et vous voyez très bien ici cet anévrisme de l'aorte. Et ici, en vue transversale, avec tout d'abord le calibre normal rapidement, et puis cet énorme anévrisme. Ça, c'est quand ce même patient a retrouvé un rythme et que très clairement, il était en fait en train de rompre son anévrisme, mais malheureusement, en vue de son grand âge, on a dû s'arrêter là dans la prise en charge. Alors, Bastiane, si tu devais choisir entre l'examen clinique et l'anamnèse, tu choisis quoi, toi? En tout cas, j'aurais choisi, donc moi je choisis clairement l'anamnèse,
par rapport à l'examen clinique. Donc, si on me dit un patient de 70 ans avec des antécédents cardiologiques longs comme le bras, qui ne prend pas ses traitements, qui vient pour une douleur thoracique, bah, ça me permet en tout cas d'orienter beaucoup plus mes examens complémentaires comparativement au seul fait de savoir qu'il a un B1, B2 un petit peu irrégulier et qui crépite légèrement aux bases. Bon, j'aurais dû poser la question autrement. Maintenant que tu es capable de faire l'examen clinique complet avec ta sonde d'échographie, tu choisis quoi? Bah maintenant, j'utilise enfin, en tout cas, je prends le tout. Tu prends tout. Je prends le Je tout. suis assez d'accord. Et donc, pouvoir intégrer l'échographie à votre examen clinique dans votre management initial, c'est quelque chose de super, super important. Ça va vous permettre d'augmenter la sensibilité et spécificité de vos examens cliniques, d'étayer votre diagnostic différentiel et donc d'orienter beaucoup, beaucoup plus les examens complémentaires que vous allez demander et donc avoir un traitement beaucoup plus ciblé. Voilà, donc ça, c'était la slide préférée de Félix Jean Debien qui vous a donné cours sur la physique des ultrasons ce matin et qui, à très juste titre, a rajouté ce fameux maillon faible de l'examen clinique qui devient beaucoup plus fort avec la sonde d'échographie. Toujours interpréter. Dans le contexte clinique. L'échographie dans le contexte clinique. Exact. Et donc, vous avez la possibilité d'aller sur le site internet et prendre le carnet de stage où vous avez un tableau récapitulatif. Entraînez-vous à faire vos protocoles rush chez tous les patients qui arrivent hypotendus et à entourer en fait sur ce tableau vos fameuses trouvailles et vous verrez que ça va vous orienter vers l'origine du choc. Alors, pour conclure, Bastiane, rapidement un cas clinique. Alors, c'est une femme de 58 ans qui est conductrice d'autobus. Elle a des facteurs de risque cardiovasculaire, à savoir un tabagisme actif, une obésité certaine. Et donc, c'est le SMUR qui vous l'amène en salle de déchocage, parce que cette brave dame s'est levée, est arrivée tout à fait marbrée avec des jugulaires très saillantes, une saturation imprenable et une tension également imprenable. On l'installe rapidement, on arrive à avoir 84% de saturation avec un masque récupérateur et la première tension tombe à 61 de systolique et 45 de diastolique. Vous avez un examen clinique qui est tout à fait inchangé, à savoir ces jugulaires très saillantes, tout à fait marbrées. Il y a 10 ans de ça, toi, Florence, la thrombolysée, ça t'aurait paru quelque chose d'évident? Alors, il y a 10 ans, j'ai commencé l'échographie en 2006. Donc, peut-être il y a un peu plus de 10 ans, je l'aurais thrombolysé, mais j'étais jeune assistante, j'aurais eu très, très peur. Mais je l'aurais fait quand même, Et si tu avais probablement. eu une sonde d'échographie? Je pense que j'aurais fait une échographie d'abord. Et donc, si vous l'avez thrombolysé, eh bien, vous avez probablement pas fait le bon choix, n'est-ce pas, Bastiane? Mais oui, donc ici, on voit clairement la présence d'un liquide au niveau de la vue sous-xiphoïdienne qui entoure le cœur, qui vient vraiment raboter votre ventricule droit et légèrement votre oreillette droite. Et donc, on est face à probablement une tamponnade. Et donc, le premier examen à faire chez elle, c'est, je pense, aller la drainer. Exactement, on va la drainer et puis on est face à une tamponnade puisqu'elle était hémodynamiquement instable. Est-ce que vous avez des questions? Alors, c'est Raph, mais peut-être que Raph a encore des problèmes de micro. Non, elle est là. Non, je suis là. Merci Florence, Sébastien. C'était une très très belle présentation. Je n'ai pas eu de questions moi pendant le chat. Il faut croire que c'était limpide comme de l'eau de roche. Je ne sais pas si des personnes ont envie de poser des questions de dernière minute. Ah voilà. Donc pour la TVP, on demande en 4 points ou en 2 points de compression? Eh bien, ça dépend si le patient a une jambe ou deux. C'est-à-dire que c'est 2 points par membre inférieur et donc vraiment un point fémoral et un point poplité par membre inférieur. Voilà, je crois que la réponse semble claire. Est-ce que vous souhaitez d'autres précisions pour l'étude des veines inférieures ou
Est-ce que c'est correctement compris? Ici, nous, on ne voit plus de questions dans le chat. Raph. Peut-être qu'on te laisse clôturer la journée du coup. Et puis, merci voilà. à tous. Attendez. On demande ici si on utilise la sonde avec une grande fréquence. Mais de quelle sonde? Avec une haute fréquence. Donc, effectivement, c'est très, très judicieux d'avoir soulevé le fait que nous n'en avons pas parlé. On utilise effectivement plutôt la sonde linéaire avec une haute fréquence et une bonne résolution superficielle pour la recherche de TVP. C'est tout à fait juste. Merci. Et donc, dans le choc, on prend le temps d'utiliser la sonde adaptée à ce que l'on recherche, bien entendu. Et sur les machines actuelles, c'est extrêmement facile de changer pour une sonde vers une autre. Et donc, on choisit la sonde la plus adéquate, comme Bastian l'avait proposé en début de présentation. Tout à fait. Très bien, je pense qu'il est l'heure tout doucement de clôturer cette journée de cours pour une première journée de cours en ligne. Merci d'abord à Florence et Bastiane d'avoir mis cette idée en place et surtout de l'avoir construite et d'être arrivé à monter toute cette magnifique journée qui était vraiment très constructive. Merci à tous les instructeurs qui sont venus participer à la journée, qui ont donné de leur temps libre pour venir donner un exposé. C'était vraiment super sympa à vous tous. Voilà, merci à vous tous également d'avoir suivi la formation. On vous rappelle que le carnet de stage est disponible sur le site umasbl.com. Si vous ne l'avez pas encore rempli, il n'est jamais trop tard. On vous invite donc à le télécharger, à enregistrer vos images, à faire des échographies tous les jours, même si demain vous ne verrez rien, après-demain vous verrez